Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Vivre en gros ses rêves et vivre des trucs de fou, c'est que pour les premiers ou ceux qui réussissent à franchir la ligne d'arrivée en premier. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout parce qu'en fait on n'a pas tous les mêmes rêves et on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Célia Pelluet, aka Célia Blague de Trop sur Instagram. Célia a une double vie, elle est à la fois docteur en physique quantique et stand-upeuse. Un parcours surprenant et hyper intéressant qu'elle me raconte dans ce nouvel épisode des Jeunes Pousses du Pompon. Elle m'explique évidemment la physique quantique et son intérêt, la place des femmes dans les sciences et sa passion pour le stand-up. Un épisode hyper cool dans lequel vous n'êtes pas à l'abri d'entendre quelques blagues, de trop parfois. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Salut Célia. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Très content de te recevoir sur le Pompon. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Célia Pelluet et dans la vie, je suis chercheuse en physique quantique, mais également humoriste, mais également guitariste et chanteuse. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, le premier truc que j'ai eu envie de faire, c'est d'être chanteuse, danseuse et violoniste. Pas mal aussi. Voilà, parce que je voulais être une princesse qui passait sur les plateaux télé dans les chansons de variété françaises. Voilà, tel était mon objectif de vie. Est-ce que t'en as peut-être un peu regardé quand t'étais petite ? Ah oui, beaucoup. Mais encore aujourd'hui, je crois que mon plus grand rêve, c'est de participer aux Enfoirés. Ok. Tu vois, c'est genre un goal dans ma vie. Ah ouais, je sais que okay. j'aurais réussi ce que je veux faire dans la vie si j'ai fait ça, quoi. Ah ouais. C'est un de mes goals. Okay. Enfin bref, et donc je voulais faire ça mais en fait assez rapidement j'ai été super intéressée par les sciences, genre toutes les vidéos, les photos de l'espace qu'on voyait à la télé et tout. J'avais un bouquin Copain du ciel, j'avais une Barbie qui était astronome. C'était une Barbie normale, sauf elle avait des photos de nébuleuses dans sa maison. C'est tout. Mais je considérais que c'était une astronome en talons aiguilles et en petite robe. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivée en 6e sur la fiche métier, je mettais astrophysicienne. Oh waouh. Dans ce que je voulais faire. Et je crois que mes profs n'ont pas trop compris. J'ai fini le collège avec la dernière réunion d'orientation. On m'a dit que je deviendrais secrétaire médicale. Ce qui est assez étonnant. Très beau métier. Hein, ouais, carrément, complètement. Mais par médical, rapport à ce que tu disais au départ. Et ça n'avait rien à voir avec mes rêves, quoi, vraiment. Et ce qui m'avait beaucoup. C'est un souvenir qui m'a marqué, c'est que. Donc, moi, je savais que je voulais faire des sciences, mais le questionnaire ne me trouvait pas de métier qui collait à ça. Vraiment, il n'y a rien. Par contre, il y a un gars dans ma classe qui voulait être joueur de foot et on était déjà en 3e, donc on sait que normalement c'est déjà quasiment trop tard si tu veux être professionnel. Ouais. Et lui, il est sorti de la réunion, il était joueur de foot, quoi. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Alors que moi, je suis rentrée, je voulais être astrophysicienne, je suis sortie du truc, je voulais être secrétaire médicale. Je suis rentrée chez moi, ma mère, elle m'a dit « Ah non, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu voulais faire, Célia !» Et après, j'ai assez vite compris que du coup, ça allait passer par des études scientifiques, études d'ingénieur. Puis voilà quoi. Ok. Et là, l'astrophysique quand même, c'est pas rien. Enfin, tu vois, tu te lances pas dans un truc comme ça me paraît pas. Enfin, je sais pas. Après moi, ça a pas moi j'ai fait ES, option anglais. Enfin voilà. Donc rien à voir. Mais donc tu dis c'est à la fois en regardant tout ça, mais est-ce que je sais pas, t'as des gens dans la famille qui sont là-dedans ou pas du tout ? Est-ce que c'est vraiment en voyant tout ça, tu te dis tiens, je vais aller faire ça ? Ouais, complètement. Je pense qu'en fait, donc il y a personne dans ma famille qui fait ça. Il y a pas spécialement de scientifiques dans ma famille. Ma mère est infirmière, mon père est kiné. Donc c'est des très beaux métiers du paramédical, mais pas du tout en lien avec la recherche ou la physique. Mais je pense que c'est juste que je me posais plein de questions sur comment ça marche, l'univers, etc. Et que j'ai assez vite compris que c'était ce métier-là dans lequel on expliquait comment fonctionnait l'univers à grande échelle. Et du coup, je trouvais ça stylé en plus de dire que j'étais astrophysicienne. Alors, je trouvais ça stylé, j'étais bien la seule.
Globalement, j'étais quand même une enfant spéciale. mais ça va, j'avais quand même des amis. Genre 2. Et c'est au pluriel, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais oui, non, mais c'est sûr que c'est super spécifique et c'est pour ça que ça me fait rire de me rappeler de ça parce que je me rends compte à quel point c'était déjà spécifique. Et aujourd'hui, du coup, c'est pas vraiment ce que je fais, mais dans mon cursus, j'ai fait des choses en astronomie pour justement quand même aller explorer ces univers de la science. Ouais. Mais oui, j'avoue que je sais pas trop comment ça m'est venu. Je pense vraiment que juste j'avais lu un bouquin de trop ou quelque chose comme ça. De trop. Non, très bien, le bon bouquin, Le justement. bon bouquin, ouais. Ok. Et donc, tu fais tes études là-dedans? Alors j'ai fait des études, j'ai fait une prépa scientifique, une CPGE physique-chimie, et après un bac S, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Oh là là, effectivement, mais c'est encore des noms, tu vois, qu'on connaît, pour les personnes qui nous écoutent. Espérons. Et après, j'ai choisi une école d'ingénieur qui était une école dans laquelle on faisait de la physique, parce qu'en fait, dans les cursus ingénieurs, tu as une partie très industrie, même qui va tendre presque vers le management, parce que le but c'est que ce soit des personnes qui soient capables soit de créer des entreprises de technologie, soit de faire de la gestion de projet, donc à la fois avec une formation scientifique, mais aussi une formation management. Et moi, au début de mes études, ça m'intéressait pas du tout. Moi, il fallait vraiment que je fasse des maths et de la physique, même si j'étais pas particulièrement brillante en prépa, et que j'ai failli arrêter maintes fois parce que vraiment, c'était dur, mais si dur. Mais je m'accrochais parce que je me disais j'avais rencontré quelques chercheurs au lycée et je trouvais ça incroyable comme métier, la recherche. Passer sa journée à explorer des sujets très spécifiques jusqu'au bout de ce que tu peux en comprendre. Et tout ça pour agrandir le savoir de l'humanité. C'est le seul but de la recherche. Alors, il y a plein d'applications à la recherche et non, l'argent du contribuable ne sert pas à rien, je vous promets. mais il y a à la fois un aspect très... effectivement appliqué, où on découvre des choses dont on sait que ça va servir. Et puis, il y a un aspect très fondamental où tu fais juste des études pour la beauté de la science que tu découvres. Et c'est hyper poétique. Donc, finalement, on retrouve la princesse violoniste. Sauf que là, c'est avec des maths et de la physique. Et je trouvais ça incroyable. Du coup, je me suis accrochée en prépa et puis je me suis dit que soit j'irais en fac de physique, soit j'irais dans une école d'ingénieur qui me permettait d'aller dans la recherche derrière. Et donc, je suis allée dans une école d'ingénieur qui s'appelle l'Institut d'Optique Graduate School à Palaiseau. Voilà, beaucoup moins stylé d'un coup. Comme quoi, parfois les noms, ça nous fait croire des trucs. Voilà, en fait. exactement. Non, c'est une école aussi qui s'appelle Supoptique. Encore une fois, un peu moins stylé. On dirait qu'on fait des verres de lunettes. Et j'aimerais vous dire que c'est faux. Mais j'ai fait beaucoup de tracés de rayons et d'études de lunettes pendant mes études. Donc oui, je suis un peu ingénieur lunettes. Et du coup, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ce travail-là d'ingénieur lunettes, finalement, c'est aussi le travail des ingénieurs qui développent des télescopes, mais aussi ceux qui développent des microscopes et aussi ceux qui développent des lasers. Et c'est un peu ça que j'ai étudié pendant mes études. Tout ce que on appelle ça la photonique. C'est la science des photons. Les photons étant les particules qui composent la lumière. Donc finalement, c'est la science de la lumière. Ouais. Donc voilà, c'est assez naturellement que je me suis dirigée vers cette lumière. Oh, c'est beau. De la même manière que j'aime être sous la lumière c'est vrai, des projecteurs. Exactement. C'est marrant ça. T'as analysé la situation avec non, pas cette lumière? Je ne sais pas si ça veut dire que je suis complètement mégalo ou juste complètement folle. Et donc tu fais tes études là-dedans et en fait quand on fait des études dans ce milieu-là, c'est effectivement pour être chercheur après. Enfin, et est-ce que tu avais déjà en tête ce que tu comptais faire après? Parce que donc tes études, tu as fait un master et après t'es doctorante depuis pas très longtemps si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même aussi un peu plus d'années. Ouais, non, j'ai plutôt découvert au fur et à mesure ce qui m'intéressait vraiment. Donc je suis rentrée en école d'ingénieur en me disant que je voulais travailler plutôt dans l'astronomie. Donc développer justement des télescopes pour regarder le ciel de nuit. J'avais déjà abandonné le rêve d'être astrophysicienne. Alors, quelle est la différence entre astronome et astrophysicien? J'allais te poser la question. C'est une question à laquelle la majorité des gens ne savent pas répondre, c'est normal. D'ailleurs, même ma réponse, je pense, il y a certaines personnes qui diront que c'est pas exactement ça. Mais bon, en tout cas, moi, comme je l'ai compris, c'est que astronome, c'est plutôt dans l'observation du ciel. On va observer plein d'étoiles, de planètes et ensuite faire des analyses de ces données, etc. Alors que le métier d'astrophysicien, c'est plutôt des modèles théoriques pour comprendre la cosmologie, c'est-à-dire comment l'univers fonctionne, la gravité, etc., à très grande échelle. Et donc, un astrophysicien, il est beaucoup plus dans des grands modèles mathématiques.
Et un astronome, il va être plus dans comment je peux observer des phénomènes et les interpréter. Ok. Donc un peu plus expérimental, en quelque sorte. Et moi, j'aimais assez vite l'aspect d'avoir quelque chose de concret sur lequel travailler, même si ça reste, dans ce que j'ai fait globalement, un travail très abstrait, mais en tout cas, avoir quand même quelque chose auquel me raccrocher, alors que dans les métiers très abstraits, où pour le coup, c'est que des modèles mathématiques, il y avait deux choses. Déjà, moi, ça m'intéressait moins, je pense, mais en plus, je m'en sentais moins capable. Parce que réellement, ça nécessite un cerveau pour les maths qui est incroyable, et j'ai assez vite compris, notamment quand j'étais en prépa, que je ne faisais pas partie de ces génies. Je suis en paix avec ça, j'ai pas de problème, hein. mais je pense que c'est important aussi de trouver sa voie et d'être OK avec le fait de changer ses rêves, même si c'est pas exactement ce qu'on avait prévu de faire. Je pense que c'est plus rigolo ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, pour reprendre l'histoire, désolée Non, très bien. pour la petite digression, mais je voulais faire de l'astronomie. Et donc, je suis rentrée dans cette école qui s'appelle Supoptique. J'ai compris que je pouvais faire plein de choses en instrumentation, c'est-à-dire développer des systèmes qui te permettent d'analyser la lumière pour en sortir plein d'informations. Et du coup, tu peux l'utiliser pour regarder des étoiles, mais tu peux aussi l'utiliser pour regarder l'infiniment petit, des atomes. Et du coup, je me suis dit, au fur et à mesure du cursus, j'ai vu que les deux m'intéressaient beaucoup, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et à la fin de mon master 2, à la fin de mon master 1, on choisissait pas encore de spécialisation. En école d'ingénieur, on le faisait que en dernière année. Et je me suis dit, mais là, je peux pas choisir mon master si j'ai pas un peu vu ce que ça donnait sur le terrain. Et du coup, j'ai fait une césure. J'ai fait une année de stage pendant laquelle j'ai passé 6 mois dans un observatoire dans le désert d'Atacama au Chili, au Very Large Telescope, qui est l'ensemble de télescopes le plus grand du monde, qui sont des télescopes européens opérés par l'ESO. Très si bien. vous voulez chercher ça, c'est passionnant. Et j'ai travaillé là-bas justement en instrumentation pour l'astronomie. Donc j'ai un peu exploré cet aspect, comment je peux travailler dans la science de l'infiniment grand avec les études que j'ai faites. Et puis la deuxième partie de mon année, je suis revenue en France et j'étais à Toulouse au CNES, qui est le Centre national d'études spatiales. Et là, j'ai fait une partie plutôt développement de technologies quantiques, donc tout ce qui concerne l'infiniment petit. Voilà, tu me demandais tout à l'heure ce que c'est que la physique quantique, c'est tout simplement la physique de l'infiniment petit. Okay. Et en fait, on peut utiliser les atomes pour faire plein de mesures très précises. Et ce sur quoi j'ai travaillé quand j'étais en stage au CNES, qui est en fait très proche de ce que je fais aujourd'hui en thèse, c'est de travailler sur des technologies quantiques à emmener dans l'espace. Donc on dit qu'on fait du quantique pour le spatial. Et là, ça réunissait quand même beaucoup de mes passions. C'est quand même sacrément stylé. Même si ça fait très peur. Et du coup, là-bas, on m'a dit, si ça t'intéresse... donc à ce moment-là, je suis en fin de Master 1. On me dit, si ça t'intéresse, il y a une thèse à Bordeaux. Et une thèse qui, en plus, consiste à faire donc, des technologies quantiques. Et on teste les expériences dans l'avion 0G. Donc si tu fais cette thèse, c'est pas impossible que tu fasses un vol 0G. Bon, il fallait pas m'en dire beaucoup plus en réalité. Du coup, carotte, quoi, j'adore. Exactement. Du coup, j'ai quitté Palaiseau pour aller faire mon master à Bordeaux, dans l'antenne de mon école, donc cette école qui est à Palaiseau, qui a une antenne à Bordeaux. Et là, j'ai fait le master qui concernait pile ce que j'allais faire en thèse ensuite, c'est-à-dire interaction lumière-matière. Vraiment, on cherche à regarder ce qui se passe quand on envoie de la lumière, donc des photons, sur de la matière à l'échelle de l'infiniment petit, donc des atomes. Donc c'est interaction photon-atome. Et c'est ça que j'ai étudié, c'est ça ma spécialité. Et alors, ce podcast devient extrêmement technique. C'est bon, tu m'as pas encore perdu, ça va, j'arrive à être encore concentré. Yes. Et c'est comme ça que naturellement j'ai continué je suis restée dans le laboratoire de l'école à Bordeaux, qui s'appelle le LP2N, Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences. Magnifique. Qui est un laboratoire de l'Université de Bordeaux, du CNRS et de l'Institut d'Optique Graduate School. Magnifique aussi. Alors ça, c'est un truc de chercheur, on donne nos affiliations. Ouais. C'est vraiment, c'est comme, je sais pas si tu donnes l'entreprise pour laquelle tu travailles quand tu fais une interview professionnelle. Nous, les chercheurs, c'est quoi tes affiliations? Donc moi, c'est l'UMR 5248, je crois, un truc comme ça, qui est unité mixte de recherche. Voilà. C'est ma carte d'identité de chercheuse. Effectivement. Et donc, j'ai fait ma thèse là-bas. Ça dure 3 ans, une thèse. Ouais. Donc ça fait un bac plus 8 au total. Donc avec ma césure, c'était quand même 9 ans après le bac. Pas mal. On s'accrochait. Pas mal. Ça me rajeunit pas tout ça, encore une fois. Ça veut dire que ça fait 10 ans que j'ai eu mon bac. Ça commence à... oui. À moi, un peu plus, alors attention à ce que tu vas dire. Je respecte. J'ai du respect pour les anciens, ne t'en fais pas. Ah ouais, d'accord.
Il va tellement couper cette partie. Non, je t'ai dit que je laissais tout, alors... Ce podcast va être vraiment... Même très tes mauvaises blagues, je vais les laisser. Tu riras pour donner l'impression que c'est pas un bide. Donc, revenons. J'allais encore raconter ouais, des conneries, t'es vas-y. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en viens à faire une thèse que j'ai soutenue en novembre. Donc pour répondre à la fin de ta question tout à l'heure qui était, tu m'as dit tu es doctorante, c'est ça? Alors je te corrige parce que je suis avant tout une connasse. Je ne suis pas doctorante, je suis docteur. Ok. Voilà. En fait, la différence, c'est qu'on dit qu'on est doctorant quand on est en train de préparer son doctorat. Et quand on a soutenu son doctorat et qu'on a eu le diplôme de docteur, nous sommes docteurs. Cher docteur, excusez-moi. Très bien. Pour les anglophones. Voilà. Ça, c'est lâché. Ok, petit PhD. Drop the mic. Ok, effectivement. Ne le ferai pas, j'ai du respect pour le matériel. S'il te plaît. Ok, t'as terminé cette partie-là ou pas? Ou je sais pas ouais, si... bah là, c'était mes études. Ok, jusqu'à d'accord. Aujourd'hui, voilà. Ok, c'était tes études jusqu'à Et aujourd'hui. oui, on peut juste... Aujourd'hui, je dis que je suis chercheuse parce que donc, j'ai fini ce doctorat et j'ai repris un contrat qui est un CDD de recherche qu'on appelle un post-doctorat dans le même laboratoire, au LP2N, sur quasiment le même sujet que ce que je faisais en thèse, encore plus appliqué au spatial. Là, je travaille vraiment sur une mission spatiale qui s'appelle Carioca, qui va emmener le premier accéléromètre atomique à bord d'un satellite. Ok. Voilà. Concept que j'explique sur mes petites vidéos sur mon compte Instagram. Exactement, elle est partie en promo au bout d'un quart d'heure, très bien. J'ai quand même cette question qui est en tête depuis tout à l'heure, peut-être pas depuis que tu parles, mais en tout cas tu expliques tout ça. Ça sert à quoi de regarder l'infiniment petit et le lien entre ce que va faire la lumière à l'infiniment petit? C'est une excellente question, puisque même si j'ai défendu tout à l'heure la poésie de faire des choses qui ne servent à rien, et je me battrai jusqu'à la mort pour défendre l'importance de faire des recherches qui ne servent à rien. Petite digression là-dessus, c'est important surtout en physique quantique. Quand on a découvert la physique quantique au début du XXe siècle, on n'avait aucune idée de ce à quoi ça allait servir. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet d'avoir toutes les technologies numériques qu'on a. C'est-à-dire que dans un téléphone, dans un ordinateur, il y a des transistors. Et les transistors, c'est un composant qui aujourd'hui est miniaturisé, mais qui avant était un gros composant, mais qui est profondément quantique, qu'on n'aurait jamais découvert s'il n'y avait pas des mecs comme Einstein ou Bohr qui avaient imaginé des équations de fou à une époque, où tout le monde leur disait « mais ça sert à quoi ?» Et donc voilà, ça a servi d'un côté à faire la bombe nucléaire, pas cool. Pas ouf. Mais, même si Oppenheimer a quand même remporté pas mal d'Oscars, mais pas ouf. C'est ça exactement. Mais ça a servi aussi à faire toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Elles reposent sur la physique quantique. Donc c'est une petite parenthèse pour dire que c'est important aussi de faire de la recherche qui a l'air de servir à rien. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi elle servira à long terme. Comprendre plus de choses, c'est toujours utile. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est quand même appliquer. Pour me mettre pour ma paroisse. Moi, je travaille donc sur des accéléromètres atomiques, c'est-à-dire qu'on utilise des atomes pour mesurer des accélérations. Alors aujourd'hui, on mesure déjà des accélérations. On sait faire ça. En gros, il y a des petites masses et on regarde comment elles tombent pour voir, par exemple, la gravité, pour voir le mouvement que ton téléphone fait. Dans ton téléphone, il y a un petit accéléromètre qui lui permet de savoir dans quel sens tu te déplaces, etc. Il y a plein d'applications qui l'utilisent. Et nous, on veut faire des mesures toujours plus précises. Encore une fois, question, à quoi ça sert d'être toujours plus précis ? Ça a plein d'utilités. Celle sur laquelle je travaille actuellement, donc pour la mission spatiale Carioca. Parenthèse, oui, cette mission est probablement nommée à cause de la Cité de la Peur. D'accord, vraiment en plus. Je sais que la personne qui a nommé la mission est un fan de la Cité de la Peur. Magique, j'adore. Je suis très bien. Tellement fière de travailler pour clairement, ça. parce que ça va, c'est quand même une belle ref. Exactement, c'est incroyable. Et du coup, je soupçonne, je voudrais pas avancer des choses. Exactement. On lui posera la question quand même pour savoir si on mettra la musique et on verra s'il se dandine un peu, tu vois, s'il kiffe la Carioca. Et donc cette mission-là, le but c'est de dire, on va utiliser ces accéléromètres pour mesurer la gravité, c'est-à-dire je fais tomber mes atomes. Je regarde globalement comment ils tombent, quelle vitesse, avec quelle accélération. Et ça te donne une information sur la gravité en un point donné. Parce que, en fait, on ne le sait pas forcément, mais le champ de gravité terrestre, il n'est pas constant partout. C'est pas partout, peut-être que vous vous rappelez de vos cours de physique, 9,8 mètres secondes carrés pour le G. Théo cherche dans ses souvenirs. C'est pas là où j'excellais. Non, mais je comprends. Ne prenez pas peur, je ne vais pas parler de ça tout le long.
Et du coup, en fait, en réalité, ça fluctue à cause, par exemple, d'une montagne. Une montagne, ça fait plus de gravité parce qu'il y a plus de matière. Tout simplement. S'il y a une nappe phréatique, un trou sous nous, une grotte, par exemple, bah, ça diminue la gravité localement. Et ça, pour pouvoir le voir, il faut avoir des mesures extrêmement précises. Et c'est là que les atomes interviennent par rapport à des choses plus grosses, on va dire plus classiques. Et ben, les atomes, eux, ils sont beaucoup plus précis. Et donc, le but, c'est de pouvoir faire des cartes de la gravité terrestre extrêmement précises parce que ça nous permet de modéliser comment fonctionne la planète globalement et notamment les masses d'eau, donc les nuages, les nappes phréatiques. Et ça, pour étudier le climat, c'est très utile. Donc voilà, là, je raccroche à un truc très concret quand même, qui est que les scientifiques qui étudient le climat, ils ont besoin de plein d'outils différents, et notamment ces cartes de gravité le sont. Et nous, on leur dit, avec nos atomes, vous allez avoir des cartes de gravité encore plus précises. Et pour faire ça, il faut le faire depuis l'espace. En gros, tu as un satellite qui fait la mesure en tournant autour de la Terre en temps réel. Et du coup, c'est ça qu'on propose aux géologues, etc. Même dans la recherche, on a un peu un fonctionnement, surtout dans le spatial. Nous, on propose une technologie et on a des scientifiques qui sont clients de cette technologie. Et du coup, on leur dit, voilà, nous, on peut vous offrir tant de précision sur telle mesure. Voilà. Hyper intéressant. Ça me fait penser que la semaine dernière, j'avais rencontré quelqu'un de l'Agence spatiale européenne et qui disait justement à quel point le spatial était utile dans, notamment, il y avait une table ronde sur les 17 ODD, objectifs du développement durable, et comme quoi le spatial était essentiel pour analyser justement ce qui se passait sur Terre par rapport à tous les enjeux qu'on a, mais aussi aux enjeux du climat. Oui, il y a plein de choses qu'on serait incapable de modéliser si on n'avait pas des satellites qui observent la Terre en temps réel. Complètement, donc hyper intéressant. Et ici, parce qu'on pourrait encore parler du sujet pour essayer de comprendre un peu plus, mais il y a quand même un sujet hyper important, et tout à l'heure tu as mentionné en parlant de je veux dire, Einstein, physicien, non, scientifique. Oui, bah, scientifique globalement, et c'est un physicien particulièrement. Moi, je crois que tu as donné 2 noms d'hommes, en tout cas. Oui, c'est vrai, j'ai dit Einstein et Bohr. Exactement. Qui sont souvent cités comme les parce que tu en fondateurs. parles pas mal dans tes vidéos et tout, mais justement la place des femmes dans la science. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que pour le coup, je ne sais pas à quel point toi tu t'es dit, j'ai aussi des exemples féminins qui sont dans ce milieu-là. Et parfois, tu vois, on peut avoir une envie, et quand on est jeune, par exemple, tu vas de se dire, on a un modèle et on se dit, on a envie d'y ressembler. Est-ce que toi, tu peux nous en parler, tout ça? Vaste sujet. Peut-être que quand j'étais petite, mon seul modèle, je pense que c'était Hermione Granger. Ok, pas mal. J'imagine que mais ça se voit avec un petit air de je sais tout. Mais je pense que si Hermione Granger était dans le monde des moldus, elle serait chercheuse en physique quantique. Ok, voilà. pas mal. Voilà, c'est ta théorie. Garde-la. Et oui, effectivement, c'est un milieu très masculin, notamment la physique. La physique, c'est un milieu où il y a 20% de femmes. C'est ça la statistique aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est que ça décroît au fur et à mesure quand on avance dans la carrière. Quand on regarde les filières scientifiques, aujourd'hui, c'est à peu près 50-50 quand on est au lycée. Et à partir de l'université, les écoles, etc., et jusqu'au doctorat, ça diminue, mais drastiquement. Et ensuite, dans le métier de chercheur, là, c'est vraiment l'hécatombe. On perd toutes les femmes pour plein de raisons. Et en fait... Tu les as, justement? Alors... Pas en partie, parce que tu dis plein, mais justement, est-ce que tu as quand même des majorités qui... Dans l'enfance, souvent, le fait que beaucoup des filles, après le lycée, s'orientent plutôt vers les métiers du care, donc plutôt la santé, notamment médecine, quand elles ont fait une filière scientifique, ça s'explique tout simplement par une reproduction sociale et une éducation des filles à être plus dans le care, l'attention aux autres, que dans l'envie d'explorer et de découvrir des nouvelles choses. Donc ça, c'est quand même assez, on va dire, éducatif. Et puis par la suite, je pense que c'est... donc déjà là, on en perd beaucoup, et donc dans les études de physique, c'est forcément... Voilà. Moi, je pense qu'il y a une énorme pression qui est mise sur les maths, globalement pour tout le monde dans la société. C'est-à-dire que je pense que les mecs sont également traumatisés par les maths. Je pense qu'il y a un problème global de comment les sciences font peur aux gens, en général. Donc moi, c'est un des trucs sur lesquels j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, de rendre ça un peu moins flippant. Mais notamment pour les filles. Vraiment, les filles, elles ont très souvent ce blocage à se dire, de toute façon, moi, je suis pas bonne en maths. Alors qu'en vrai, souvent, elles n'en savent rien. Souvent, elles ont eu un prof qui les a un peu cassées ou une mauvaise expérience. Et du coup, beaucoup des études supérieures scientifiques nécessitent quand même d'avoir une barre en maths qui fait très peur aux filles. Loin de moi l'idée de dire qu'elles sont moins capables de le faire. Pas du tout. Loin de là. Mais souvent, elles en ont beaucoup plus peur, et elles sont beaucoup plus dans pas l'autodérision, l'autocensure. Ouais.
Et ça fait qu'on en perd vraiment beaucoup. Et après, dans la carrière de chercheur, c'est aussi que c'est des carrières qui sont peu adaptées à... c'est des carrières qui sont peu adaptées à des vies de femmes, c'est-à-dire à des vies familiales. Parce qu'aujourd'hui, même si on sait qu'une vie familiale, ça peut être partagé dans la responsabilité, en réalité, les statistiques sont quand même dramatiques. Encore aujourd'hui, en 2024, les charges ménagères et charges parentales reposent majoritairement sur les épaules des femmes. Et notamment, ça s'est vu pendant le Covid. Ils ont vu chez les astronomes, du coup, et astrophysiciens, je crois que c'était globalement dans les papiers scientifiques qui ont été écrits en astronomie. Ils ont un peu regardé ceux qui ont été écrits par des femmes et par des hommes. Et pendant la période de confinement, le nombre de papiers écrits par des hommes a augmenté. Alors globalement, le nombre de papiers a augmenté, parce que souvent dans un métier de chercheur, on n'a pas le temps d'écrire les articles. Et là, au moins, le confinement peut-être un peu plus de temps. a offert du temps aux scientifiques pour écrire des articles. Ouais. Et donc, on aurait pu se dire, tout le monde va écrire plus d'articles. Eh ben non, les femmes ont plutôt baissé leur productivité en termes de publication, et les hommes l'ont augmenté. Et quand ils interviewent les femmes, ils se rendent compte qu'elles disent, oui, mais même si je suis dans un ménage où nous, on partage 50-50, mon collègue masculin à côté, peut-être que lui, il est dans un ménage où, pour le coup, il fait rien. Donc, forcément, il va publier plus que moi. Et c'est assez dramatique de constater qu'encore en 2024, c'est une inégalité qui est clairement présente. Les chiffres sont là. Et il y a beaucoup des chiffres que j'ai qui viennent de la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science, qui est une fondation d'entreprise dont le but est de valoriser les femmes en sciences, d'avoir plus de femmes en sciences et de les mettre en avant. Et là, il y a plusieurs champs d'action. D'un côté, ils sont sur une partie visibilisation des femmes, création de rôle modèle, justement. Moi, j'ai reçu un prix de cette fondation pendant ma thèse, qui est le prix Jeunes Talents. Ils ont, sur chaque pays, ils ont un certain nombre de jeunes talents, donc des doctorantes et des post-doctorantes, à qui ils remettent un prix pour l'excellence de leur recherche. C'est un prix ils sélectionnent par l'Académie des sciences pour sélectionner l'excellence de dossier. Et également le côté engagement et volonté de diffuser et de mener des actions en faveur des femmes en sciences. Et du coup, ils agissent à ce niveau-là, c'est-à-dire créer des rôles modèles en remettant des prix, par exemple, qui ont amené à pas mal d'interviews dans la presse, etc., qui mettent en avant dans la presse des femmes scientifiques. Ils ont un prix surtout international qui est remis à une chercheuse à l'échelle internationale. C'est une par an, et donc là, c'est beaucoup plus prestigieux. Là, c'est vraiment des femmes niveau Nobel, tellement qu'en fait, j'ai plus le chiffre exact, mais plusieurs des femmes qui ont eu le prix L'Oréal international ont eu le Nobel par la suite. Okay. Ouais. Et ce qui est très intéressant dans la démarche de la fondation, ça donne vraiment l'impression que je fais leur publicité, mais c'est juste que leurs actions, je les trouve très concrètes et elles fonctionnent vraiment. C'est qu'ils disent, pour le prix L'Oréal, ils demandent aux collègues masculins de nominer une de leurs collègues féminines. Okay. Donc ça fait réfléchir aux chercheurs, tiens, quelle est autour de moi une femme qui a fait des recherches excellentes à un niveau qui permettrait d'avoir un prix international. Et en faisant cet exercice, quand un an plus tard, on leur demande de nominer des gens pour le Nobel, du coup, forcément, ils ont des idées de femmes à nominer, alors qu'ils n'en auraient pas forcément eu si on ne leur avait pas demandé de faire l'effort particulièrement. Il y a deux choses à ça, c'est que déjà les femmes sont minoritaires, et il a été montré par des sociologues que quand on est une minorité, que ce soit une minorité de genre ou une minorité raciale, on est encore plus invisibilisé. C'est-à-dire que même si tu es 10% de femmes, il y a un effet, je n'irai pas jusqu'à décrire tout l'effet technique, mais qui fait qu'en fait, on va avoir l'impression de l'extérieur, par la visibilisation ou par l'invisibilisation, pour le coup, qu'il n'y en aura que 5 ou 3%. Et notamment, c'est le cas en France. Je vous dis, il y a 20%... Je t'ai pas vous voyez, hein, j'ai compris. Mais si je dis il y a 20% de femmes qui font de la physique en France, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me diraient j'aurais dit moins. Parce qu'en fait, à la télé, quand on voit des experts parler, c'est des experts. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'agir en visibilisant les femmes pour inspirer plus de jeunes filles à venir et pour aussi les aider, elles, à avoir des carrières et à faire perdurer leur carrière, quoi. Ouais, trop chouette. Effectivement, j'allais te parler du prix, mais très bien t'en as parlé. Bravo, donc pour le coup, bravo pour le prix quand même. Parce que ça, comme tu l'as dit, ça n'arrive pas de nulle part, n'est-ce pas ? Et donc là, tu es encore en train de faire une thèse, comme tu disais. Après, il se passe quoi ? Est-ce que tu passes ta vie à chercher et à faire des thèses, et dans ce cas-là, voilà. Mais Alors, traditionnellement, le parcours quand on fait de la recherche, c'est que donc on valide son doctorat et ensuite on fait des post-doctorats. Donc des CDD comme je fais actuellement. Et c'est en général 1 ou 2 ans. L'idée, c'est d'en faire plusieurs, notamment au moins à l'étranger, d'essayer de publier le plus possible pour se faire un joli CV de chercheur. Et quand on a ce joli CV de chercheur,
ou de chercheuse, on peut postuler pour rentrer en tant que maître de conférence dans des universités ou en tant que chargé de recherche au CNRS. Ok. Et après, il y a d'autres instituts, il y a quelques subtilités, mais globalement, c'est ça. Alors, ces concours, c'est des concours extrêmement sélectifs, avec très peu de place, et qui demandent du coup une préparation très intense. Enfin, préparer un concours de ce type-là, c'est vraiment énormément de travail. Donc aujourd'hui, ce n'est pas mon plan de carrière, j'avoue, parce que ça nécessiterait de me dédier 100% à la science, ce que je ne veux pas faire. On parlera peut-être après, mais j'ai d'autres activités. Et en plus, voilà, aujourd'hui, je me sens pas dans cette démarche-là. Mais j'aimerais bien, moi, essayer de travailler soit dans des entreprises qui font des technologies quantiques dont je parlais tout à l'heure, parce que maintenant, il y a des entreprises qui se sont créées dans le domaine, soit travailler idéalement au Centre national d'études spatiales, s'ils m'écoutent. Répondez à ma candidature, s'il vous plaît. En réalité, je suis vraiment en attente d'une réponse en plus. Ah d'accord. Ils sont basés où ? À Toulouse. À Toulouse, ok. Donc justement, typiquement sur les missions spatiales dont je parlais précédemment, j'adorerais travailler là-dessus, sur la partie plus... voilà, travailler dans une agence spatiale, c'est quand même globalement mon rêve. C'est pas mal. Et voilà, c'est un peu ça, moi, mon ambition. Aujourd'hui, elle pourra changer dans les années qui arrivent de toute façon, mais en attendant, je sais que je peux faire des CDD de recherche ad vitam aeternam. Jusqu'à ce que mort s'en suive, globalement. Tu l'as mentionné un peu pendant l'épisode, là. La mort. T'as peur de la mort ? Ça devient d'un seul coup un podcast très, très, très profond. Parfois ça l'est, alors attention, parce que parfois il y a des épisodes très longs. Bref, je vais pas aussi m'aventurer sur ce sujet-là. Non mais tu l'as dit à plusieurs reprises, t'as deux vies, en quelque sorte, une vie de jour et une vie de nuit. En fait, j'avais vu ça dans des articles. Je suis Dracula. Putain, dans 1 heure, il fait nuit dehors, là. Ah merde. Je me suis déjà un peu transformée, parce que je fais déjà beaucoup de blagues. C'est vrai. Effectivement. J'allais dire que j'en fais pas autant au labo, mais mes collègues te diraient si. Si. Et on en souffre. Avec le visage fermé et tout. Si, elle en fait ici aussi. Malheureusement. Help. Et donc, oui, effectivement. Et donc, ce goût de l'autre lumière, celle de la scène, il te vient d'où ? Même si tu as dit que tu voulais faire un peu ça quand tu étais petite, au final. Oui, en fait, très petite, j'ai toujours adoré chanter. Avec mes 2 grandes sœurs, on chante beaucoup. Ma maman chante tout le temps aussi. Mon père fait de la musique aussi, toujours grandi en musique. Pareil, pas de professionnel du spectacle vivant dans ma famille. En tout cas pas quand j'étais petite. Et du coup, j'avais quand même ce rêve monter sur scène. Ça m'a toujours animée. Et pendant extrêmement longtemps, je le cachais parce que je pensais que c'était juste... tout le monde veut monter sur scène, de toute façon, Célia. T'es pas spéciale, donc pourquoi toi, plus que quelqu'un d'autre, t'irais sur scène, donc laisse tomber ce truc-là et n'en parle pas trop. Et au fur et à mesure des années qui passent, je me rends compte que non, tout le monde ne veut absolument pas monter sur scène. Et grand bien leur face, moi, vraiment, je les comprends. Et qu'en fait, quand tu trépignes de monter sur scène, c'est qu'il y a un truc à exprimer, c'est qu'il faut y aller. Et j'ai appris avec les années, du coup, à être plus OK avec ça. Et ma grande sœur, qui s'appelle Angelina, elle est chanteuse, elle en a fait son métier, c'est-à-dire qu'après le lycée où elle commençait déjà à écrire beaucoup de chansons, elle a fait une fac de musicologie et aujourd'hui elle vit de la musique. Et moi qui me lançais dans des études scientifiques, mais en fait j'avais toujours été animée par cette idée artistique et je me disais mais non, mais c'est pour ma sœur, c'est pas pour moi. Un peu souvent il y a ça dans les fratries, on se sépare. Avec mes sœurs d'ailleurs on l'a très bien fait, c'est-à-dire que l'aînée a fait ES, aujourd'hui elle travaille dans une préfecture, elle a fait une carrière plus entre guillemets politique. Elle aimerait pas que je dise ça parce qu'elle fait pas vraiment de la politique, mais voilà. Ma deuxième sœur est musicienne, chanteuse, pianiste, compositrice, interprète, bref. Et moi j'ai fait la carrière scientifique. Donc Angelina elle avait fait une filière L, et moi j'avais fait la filière S. Comme donc ça, vraiment, on avait fait les 3 filières. Génial. Comme ça au moins ça évite les comparaisons. Exactement, mais voilà. Pas mal effectivement. Et chacune avait un peu son truc, mais toutes les 3 on aimait faire du théâtre, faire de la musique. Quand on était gamine, on était dans un petit club de théâtre dans une petite ville du coin où on écrivait notre propre pièce. Stylé. C'était vraiment dans une salle des fêtes de village et je pense qu'il y avait que nos parents et des potes de nos parents dans la salle, mais qu'est-ce qu'on parce qu'il y avait un apéro après, mais qui était quand même là. Il y avait une buvette. En général, la table de la buvette est plus grande que la scène dans ce genre de contexte. C'était le cas.
Et je me rappelle, la troupe s'appelait les Joyeux Carougiens. Ok. Voilà, c'était à why not. Ambutrix. Pour ceux qui Ambutrix. connaîtraient, mettez des commentaires. Les gens d'Ambutrix. Ça s'appelle Ambutrix. C'est T'as ouais, envie de dire une dans ville Astérix et qui Obélix, s'appelle quoi, c'est ouf. Oui, c'est vrai. J'ai J'ai jamais entendu capté. une ville qui terminait en X comme ça. Jamais capté parce que j'ai grandi là-bas, mais ça me Ambutrix. paraissait normal. Putain, maintenant, j'imagine tellement vos Mais soirées comme là-bas et Jujurieux, dans les les gens banquets. me regardent toujours Ouais. bizarre quand je dis que j'habite à Jujurieux. Ouais, Jujurieux, c'est pas mal Voilà. ouais, déjà. Mais Ambutrix, c'est quand même très joli. J'imagine trop le chef du village qui arrive porté par des gens, tu sais, et tout. Bah oui, il Putain, faudrait. on va faire tellement de parenthèses dans cet épisode, c'est pas grave. Oui, mais j'espère qu'il sera drôle à écouter pour les gens. Peut-être qu'il Je fera pense. rire que nous. Oui, mais bon. peut-être. Et au pire, c'est déjà très bien. Bah ça voilà, ça c'est fera déjà sourire ça. 2 personnes, c'est déjà bien. On aura passé une bonne soirée. Exactement, exactement. Et donc, ouais, vachement envie de faire de la scène depuis que je suis petite. Et du coup, j'ai toujours, en parallèle de mes études, trouvé des opportunités de monter sur scène. Il y avait une petite asso de comédie musicale dans mon village quand j'étais au collège. Et puis après, au lycée, j'ai eu mon premier groupe de rock qui s'appelait The Beamers, avec l'accent de Beamers. Pas mal. On avait Stylé. écrit 2-3 morceaux ensemble et tout, c'était Yes. cool. Et puis après, école d'ingé, c'est un peu là que ça explose parce que en école d'ingé, il y a plein d'assos. Et donc là, je fais du chant de jazz. Il y avait un groupe de jazz qui s'appelait le Jazz Optics, parce que école d'optique, on mettait optique à peu près partout. Oh, waouh. Vraiment. Oh, waouh. On avait des soirées bars, on C'est les appelait génial. les opti-bars. Ok, Voilà. pas mal. Pas mal. excellent. Au petit bar. Bon jeu de mots. Bon jeu de mots. Je pense que ça existe encore, j'espère. Ouais. Qu'ils ont perpétué la tradition. mais ouais, vraiment un moment où j'ai pu m'épanouir autant dans le côté scientifique que le côté artistique. Et je pense que c'est là que j'ai pris un peu la fièvre de on peut tout faire en fait. Hmm. On n'est pas obligé de choisir. Et là, Limite je suis rassurant à la de se fond. dire que. Mais ouais, complètement. rassurant de se dire, En fait, tu peux tout faire. ça m'a vraiment fait cet effet-là, l'école d'ingénieur, où on te dit t'as un emploi du temps, c'est ok de le remplir avec des choses qui te plaisent. Parce que là, maintenant, c'est bon, t'as validé, t'as passé un concours, t'as validé le truc, t'as le badge de la bonne élève, ok. Hmm. Maintenant, éclate-toi. Mm. C'est quoi s'éclater? Et souvent, t'arrives à ces âges-là et t'es là, mais c'est vrai, c'est quoi s'éclater? En fait, Ouais. c'est quoi que je veux maintenant? Et moi, du coup, il s'avérait que je voulais chanter, faire du théâtre, faire des sciences aussi. Et l'événement un peu déclencheur de tout le reste, c'est qu'il y avait le Campus Comédie Tour, qui Mhm. était un concours d'humour étudiant qui tournait dans les écoles de commerce, d'ingénieurs et dans certaines universités. Et le concept du concours, c'est que tu organisais ça avec ton bureau des arts, typiquement. Ils venaient avec un ou plusieurs artistes confirmés. Nous, c'est Bérangère Krief qui était venue faire un spectacle, enfin une demi-heure, je crois. Et en première partie, c'était des élèves de l'école qui Trop bien. devaient faire leur première scène, enfin pas forcément leur première scène, mais en tout cas leur présenter quelque chose. Et donc moi j'étais surmotivée à la base juste pour organiser quoi. Je m'étais dit, ouais. Et puis bah coup dur, personne ne se présente. Mais non, ah ouais. Personne ok. dans l'école ne voulait faire un sketch. Je regarde autour et on me dit mais on est obligé de présenter quelque chose quoi. Ouais. Et donc avec un autre pote qui était au bureau des arts avec moi, qui s'appelle Cerise. Enfin, il s'appelle Baptiste Cerisier, mais son petit surnom c'est Cerise. Je me Et disais- aujourd'hui, J'ai pas rebondi en me disant, bon, il y a des Oui, prénoms. pourquoi pas, voilà, voilà. pourquoi pas, pourquoi pas. mais aujourd'hui c'est son nom de scène, c'est pour ça que je dis Ok, ça Cerise. marche, Comme ça, ouais. les gens peuvent également aller voir ça. Cerise avec un Y, c'est un excellent musicien. Deuxième promo de l'épisode. C'est parti. Quoique troisième promo, parce que j'ai un peu parlé de ma sœur. Oui, c'est vrai, exactement. exactement. Et il y a des gens qui font du placement de produits, moi je fais des De placements de ouf, potes. de ouf, mais c'est pas mal aussi. Et donc Cerise, qui fait aussi de la musique, qui fait de la guitare, qui est également très drôle. Je dis également comme si je me considérais comme très drôle. C'est peut-être un peu ambitieux. Mais bon, on se dit, bah allez, on sait déjà faire des chansons ensemble. Ouais. On va faire une chanson rigolote. Et donc on monte sur scène avec une parodie de Manhattan Kaboul Ok, très bien. qui s'appelle La chanson engagée. Ok, pas mal. Et donc on fait ça devant l'amphi de notre école d'ingé, ça se passe super bien. Genre, on était donc, première scène de stand-up, ça se passe super bien. Les autres candidats, ça a été, enfin il y a eu quand même d'autres gens qui ont fait des sketchs, ça a été compliqué. Ouais. Mais non, il y a eu des trucs super, mais je me suis rendu compte aussi à ce moment-là que ça pouvait bien se passer et ça pouvait mal se passer. Et du coup, après, c'était un concours par vidéo. Il y avait un jury qui choisissait qui allait en finale. Et la finale, c'était à la Cigale à Paris. Et donc, on est sélectionné pour aller à la Cigale à Paris. Et là, mon premier line-up de stand-up, première vraie scène que je fais en stand-up. Parmi les autres candidats, il y avait Avocha, nouveau placement de pote. Avocha, c'est un humoriste qui aujourd'hui sévit principalement sur Toulouse. Ok.
mais qui joue un peu partout en France, qui est extrêmement drôle. AVOTCHA sur Instagram. On est vraiment sur du placement. Ok. Et donc je le rencontre à ce moment-là, il était finaliste pour l'INSA Toulouse. Il y avait Paul Mirabel. Oh, le petit. Exactement, D'accord. qui était finaliste pour son école de commerce à Paris. Je ne sais Ouais. plus quelle était son école. Et Victor Parnaso, qui joue aussi encore aujourd'hui, et Nam, qui joue aussi à Paris. Donc, c'est marrant, oui, on a tous continué le stand-up, alors que c'était pour la majorité d'entre nous notre première scène sur Énorme. Campus Comedy Tour. Ouais. Et le premier line-up, je le partage donc avec eux, mais aussi avec des pros qui étaient là pour faire le show. Donc, le maître de cérémonie, c'était Tom Villa. On avait Roman Fressinet, on avait Mela Bédia, on avait Tania Dutel, Baptiste Le Caplin. Voilà, c'est à peu près ça mon premier line-up Très de beau monde, stand-up. pas mal, histoire de commencer tranquillement, quoi. Voilà, Une hein. petite soirée pépouze. À la Cigale à Paris. À la Enfin, Cigale à vraiment, Paris. c'est fou. C'est improbable comme histoire. Et donc, forcément, ça m'a marqué. Et après ça, je me suis dit, mais je veux vraiment le faire. J'ai mis 2 ans et demi à le refaire. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que suite à ça, j'ai un peu... donc, j'ai commencé la thèse à Bordeaux. Je gardais contact avec Avocha par message, mais je ne l'avais pas spécialement revu. Et à un moment, il y a eu plusieurs étapes, mais en gros, il y a 1 an et demi, ça va faire 2 ans maintenant, Avocha vient à Bordeaux, il aménage à Bordeaux à ce moment-là, et on renoue, tu vois, on redevient potes. Et en fait, on rigolait trop ensemble, on s'est dit, mais on va écrire un duo ensemble. On écrit un duo, on se fait ça au Collins Comedy Club, on s'est trop éclaté. On se dit, putain, on va continuer. Puis lui, il me dit, mais non, mais c'est là, il faut que tu écrives tes trucs, en fait. Là, il faut vraiment que tu le fasses. Et donc là, il m'a vraiment tendu la main et mis le pied à l'étrier. Ouais. Où réellement, il m'a aidé à écrire mon premier sketch. Il m'a dit, tu t'inscris à telle scène ouverte. Il a revu le texte avec moi, il a travaillé le texte avec moi. Enfin, vraiment, il m'a plus qu'aidé. Et je raconte ça parce que je trouve ça important, parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs dans l'humour, parce qu'on a beaucoup de mal à se lancer, beaucoup de mal à se sentir légitime, à aller prendre un micro et faire des blagues. Et moi, je pense que je ne me serais jamais lancée toute seule s'il n'y avait pas, alors un mec en l'occurrence, mais ça peut être une fille, mais quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a dit, tu peux le faire, je t'aide à faire le début, et après, t'es lancée. Et vraiment, après, je me suis pas arrêtée pendant 1 an et demi, je me suis mis à jouer 2 à 3 fois par semaine en parallèle de ma dernière année de thèse. Pire timing. Pire timing, vraiment. Et du coup, c'était assez... c'est une aventure incroyable que j'ai débutée grâce à Avocha. C'est pour ça que je fais le placement de potes. Exactement. Important. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis aussi au stand-up. Musical, toujours, parce que je savais que ce que je savais faire, c'était chanter. Et je me suis dit, comme ça, au pire, si je suis pas drôle, les gens ils diront, ah, quand même, elle chantait bien. Donc je vous le dis, voilà, quand on me dit à la fin d'un comedy club, c'est super, tu chantais bien, moi j'entends, tu n'étais pas drôle. Ok, et donc ça fait 1 an et demi effectivement que tu fais du stand-up. Tu le dis 2 à 3 fois par semaine. C'est quand même pas rien. Enfin, selon les périodes, mais en gros, carrément. Et pareil, un peu ton retour sur le stand-up pour le coup. Et puis même, effectivement, il y a ce côté se lancer, être seul en scène. Enfin, c'est le but du stand-up, tu vois. Mais être solo sur scène face à des gens, tester des blagues, envie de comprendre aussi comment t'écris. Enfin, tu vois comment tu t'inspires. Enfin, voilà. C'est ça qu'étrangement, le titre ne donne pas la partie la plus difficile. Tenir debout, c'est pas le truc le plus difficile du stand-up. Ouais, mais ça peut être tenir debout sans trembler, tu vois. C'est vrai, effectivement. Quand même. Effectivement. Quand et même. je ne dis pas que j'y arrive si bien. Moi, j'ai un truc, c'est que quand j'ai pas ma guitare, j'ai beaucoup de mal à justement me tenir debout sans trembler. C'est assez. C'est un peu l'objet qui te rigolo. permet de te protéger aussi, qui te donne rassure. Une contenance, quoi. Tu vois, à une époque, les gens, ils avaient des grandes cigarettes pour avoir la classe. Moi, j'ai une toi, t'as ta guitare. Mais t'as la classe aussi. Oh, merci. Mais j'ai mis un mais derrière ça. Ouais, le retour sur l'expérience du stand-up, c'est que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est dur. Ouais, mais non, mais enfin, et souvent, et je sais pas pourquoi qui m'a dit ça il y a pas longtemps, que c'était aussi une porte ouverte, et en même temps, enfoncer une porte ouverte, bon, ça va me revenir, mais parce que on voit plein de gens en faire d'une certaine manière, et de se dire, ouais, bah non, mais c'est comme l'entrepreneuriat en fait, je crois que c'était ça. Tu vois, on voit plein de gens se dire, ouais, c'est facile, entreprendre et tout, ça a l'air chouette, et bah non. C'est comme l'entrepreneuriat, vraiment, ça a l'air facile et beaucoup de gens veulent le faire, mais derrière, alors ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, parce qu'en fait, complètement, mais tu faut ne pas y sais aller jamais, en mode YOLO, quoi. Faut se préparer un peu, quoi. Voilà, faut se préparer et surtout faut s'accrocher, parce qu'en fait, au début, ça peut être très grisant quand tu fais tes premières scènes et que ça se passe super bien. Et souvent on dit, enfin c'est ce que les autres m'ont dit, et je suis quand même assez d'accord, que c'est la 2e année stand-up qui est la plus dure. Parce que je pense que la première année, alors il y a des moments pas faciles, mais tu découvres,
t'es le nouveau partout, enfin t'es la nouvelle partout. Donc il y a un côté où les gens n'ont pas trop d'attentes parce qu'ils te connaissent pas. Et puis t'as le droit entre guillemets de bider, il y a un côté un peu mignon et tout. Puis au fur et à mesure, en fait, tu perds le côté mignon. Déjà même dans ton jeu, tu te rends compte que t'as une attitude un peu plus sûre de toi. Et ça, en fait, c'est qui tout double. C'est-à-dire que le public, il aime bien le côté mignon selon les contextes. Et en plus, là, les gens commencent à avoir des attentes parce que même localement, moi je suis pas une star, mais à Bordeaux, je fais beaucoup de comédie club, du coup les gens commencent à me connaître un peu. Et du coup, quand je bide complètement, bah, je me dis, j'ai déçu des gens. Alors je suis clairement parano, parce qu'en réalité, je pense pas qu'il y ait des gens qui se disent « Ah, mon Dieu, Célia Blague de trop, m'a tellement déçu !» Je me suis dit ça la dernière fois, mais... Super, c'était plutôt une bonne scène pour moi, donc tant pis. Pas du tout. Mais oui, effectivement, t'as plus de pression la deuxième année. C'est ça. Et en plus, là, ces derniers temps, donc, avec le prix que j'ai reçu pour ma thèse, le fait que je dise dans les médias, entre guillemets, que je fais à la fois ma thèse et le stand-up, ça a attiré l'attention, forcément. Et donc, quand t'attires l'attention, t'attires aussi les attentes. Ouais. Et pour le coup, il y a des moments où je me retrouve sur des scènes où je suis super stressée parce que, par exemple, la dernière fois, il y avait un reportage de France 3 de Nouvelle-Aquitaine là, qui est venu me filmer au Gavé Style. Et je me disais, mais là, si je bide, leur reportage, c'est genre, elle est vraiment excellente en sciences. Elle essaye aussi de faire des blagues. Et elle chante bien. C'est ça. Et à la fin, ils te demandent, mais du coup, vous comptez choisir ? Et tu te dis, si c'est pour que tout le monde te dise, oui, vraiment choisis, vraiment reste dans les sciences. Mais oui, d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire le tremplin jeune du Grand Dimanche Soir sur France Inter. Mais oui, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Ah, c'était fou comme expérience. Grande difficulté parce qu'ils m'ont dit que je ne pouvais pas faire une chanson, ce qui est moi ma zone de confort. En gros, mes blagues qui marchent le mieux, mes bangers, entre guillemets, c'est mes chansons. Et là, on me dit, bah, tu fais 3 minutes, mais sans chanson. C'est comme si tu demandais à un stand-upper qui tourne depuis longtemps, tu fais 3 minutes, mais tu ne mets aucune de tes blagues dont tu es le plus sûr. Donc, franchement, j'ai failli dire non, tellement j'étais stressée, mais après, je me suis dit, c'est France Inter, c'est à peu près mon rêve sur Terre. Je pense qu'il y a le CNES et France Inter dans mes buts de vie, et les Enfoirés. Et les Enfoirés, on garde en tête, t'inquiète. Quand même. Et bah typiquement, sous j'aurais jamais dû aller voir les commentaires YouTube de cette vidéo, mais mon Dieu. Ah là là, quelle erreur. C'est dur, hein, parce qu'il y a eu beaucoup justement de commentaires qui disent... donc je fais des blagues sur le fait que je suis scientifique et humoriste. Et en fait, il y a des commentaires qui en plus sont plutôt légitimes, dans le sens où ils disent que c'est pas forcément bien écrit, que les blagues sont téléphonées et tout. Et oui, c'est vrai que j'ai des blagues qui sont téléphonées. Bon, il y a des gens qui ont écrit, oh, c'est quand même pas du niveau de Walidia. J'étais genre... Oui. En même temps. En même temps, aujourd'hui, après 1 an de stand-up, je te cache pas que je ne m'attends pas à avoir le niveau de Walidia. Surtout qu'en plus, lui, il est particulièrement fin et intelligent dans son humour. Clairement. Là, c'est pas un placement de pote. Non. Je tiens à préciser. Un placement de quelqu'un que j'aimerais, avec qui j'aimerais être pote, mais bon, j'adorerais si tu nous écoutes. Mais en réalité, c'est normal que ce soit ça. Mais du coup, dans les commentaires, il y a des gens qui disent oui, elle ferait mieux de rester dans son labo, ou globalement, quel gâchis que quelqu'un de ce niveau intellectuel s'abaisse à faire des blagues de ce niveau-là. Oh, wow. Et ça fait super mal parce qu'en fait, c'est vrai que la question se pose, et je me la pose encore régulièrement. Qu'est-ce que je renvoie ? Est-ce que je suis pas en train de détruire ma crédibilité scientifique et mon rôle de scientifique en faisant des blagues, mais en même temps sans être très drôle parce que je suis trop scientifique pour être drôle. Et le cul entre deux chaises, d'être trop scientifique pour être une bonne humoriste, trop humoriste pour être une bonne scientifique. Donc des fois j'ai des gros doutes, et donc le retour sur expérience qui est très personnel pour moi, c'est que encore aujourd'hui, régulièrement je me dis je vais tout arrêter quoi. Parce que je me dis, mais je vais juste aller me cacher dans mon laboratoire. En plus, les laboratoires d'optique, il n'y a pas de fenêtre. Donc, c'est vraiment la cachette ultime. Il n'y a pas de fenêtre. Bah ouais, parce qu'on ne veut pas de lumière parasite. J'imagine, ouais. Oh là, vraiment, j'aurais pas pu faire ça, quoi. Ok, effectivement, je comprends, mais ne pas aller voir les commentaires. Non, il faut pas. Je suis d'accord. Célia. Il faut pas aller voir les commentaires. J'ai arrêté d'aller voir. Ah ouais, en même temps, ils ont aussi arrêté de commenter. Parce que... Oui. Voilà, mais bon, quand même. Au bout d'un moment, les vidéos France Inter, ça dure 1 mois, puis après, c'est fini, quoi. Et donc, tu arrives à trouver l'équilibre dans tout ça ? Bah, j'essaye. Il y a des moments où ça marche bien. Là, je suis en ce moment dans une période où ça va plutôt bien. Cool. Mais il y a des moments où, effectivement, je me sens forcément surmenée. Et j'ai un peu appris à demander de l'aide. Je pense que ça, c'est le truc que j'avais déjà entendu à plein d'endroits différents, mais qu'on met longtemps à appliquer pour de vrai. Déléguer, tout simplement. Là, je voulais depuis très longtemps sortir des vidéos rigolotes
de vulgarisation. Et je le faisais pas, je le procrastinais parce que tout simplement, j'avais pas les skills en montage, en rythme de vidéo, j'avais pas les codes des réseaux sociaux et tout. Et du coup, je dis, mais en fait, je vais juste discuter avec des gens et travailler avec quelqu'un. Donc là, je travaille avec Maëlys qui me fait des excellents montages. Et en fait, c'est ouf de juste voir le résultat fini d'un travail d'équipe en plus. Je trouve ça encore mieux que le truc qui a été fait que par soi. Et donc là, de plus en plus, je me dis que je vais rentrer dans cette logique-là, que quand je me sens débordée, je peux demander de l'aide. Tu vois, par exemple, de l'aide pour l'écriture des blagues. Je sais que il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi parce qu'il y a des gens qui sont à tout prix dans le truc de le stand-up, ça doit être écrit par toi et pour toi. Mais moi, je sais que je ne suis pas la plus efficace dans l'écriture de vannes. Par contre, je pense que je peux avoir des sujets et des angles qui n'appartiennent qu'à moi et qui du coup font ma spécificité et ma légitimité sur scène. Si je peux trouver des personnes pour m'aider à écrire ou à mettre en scène, ça peut être cool. Et ça peut me permettre d'éviter de me faire des crises existentielles tous les 4 matins parce que je me dis que je suis pas assez drôle. Ça peut être pas mal. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça va faire 50 minutes qu'on échange tous les deux. Alors je pensais arriver tranquillement vers la question de fin. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Tu dis, ça pourrait être chouette d'en parler. J'ai envie de parler de l'avion 0G quand même. Bah oui, vas-y, parle-en, vas-y. Là, c'est pas un placement de pote, c'est un placement d'avion. Voilà. Tout simplement, au milieu de cette conversation, un avion arrive. Allez. Non, mais c'est que dans le cadre de ma thèse, et c'est un peu ce dont je parle aussi sur mon compte Insta et puis ailleurs, et j'aimerais en parler aussi sur scène, mais dans le cadre de ma thèse, on emmène l'expérience dans un avion qui est extraordinaire parce que c'est un avion qui se lance en l'air dans le ciel et qui, ensuite, on le rattrape, quoi, globalement, il fait ce qu'on appelle des paraboles. Et le but, c'est que tu es dans l'avion et tu es en apesanteur comme dans l'espace. En réalité, on dit en impesanteur. Je sais que s'il y a des gens qui écoutent et qui sont soyons précis. Pointilleux, mais bon, je dis en apesanteur, c'est comme ça les gens ils ont la chanson de Calogero dans la tête. C'est ça, super. Putain, je l'avais pas encore en plus, pas cool. Et ma mission est faite. Donc, et ça c'est assez cool parce que du coup tu flottes pendant 22 secondes sans ressentir ton poids. Ok. Et ça, je savais déjà avant de venir en thèse que c'était complètement fou d'avoir vécu ça. Là, j'ai fait 2 campagnes de vol, donc en cumulé, j'ai passé autant de temps en apesanteur que Yuri Gagarin lors de son premier vol dans l'espace. Pas mal. C'est complètement what the fuck comme information. Et je me dis que si j'arrive à l'amener sur scène, on va se marrer. Ouais. Mais voilà, c'était juste un truc dont j'avais envie de parler. Elle voulait juste j'avais envie l'avion. de flex, en fait. Globalement, j'avais juste envie de caler un petit avion là-dedans, quoi. Ok, très bien. Mais c'est histoire de dire de ce à quoi on peut s'attendre dans tes prochains spectacles. Quand exactement. C'est ce genre de choses un peu folles. Et puis, c'est aussi pour dire que je m'attendais pas du tout à faire ça. Ça faisait pas partie de mes objectifs de vie quand j'étais gamine. Je sais qu'il y a des gens, c'est leur rêve de vie de monter dans cet avion. D'ailleurs, ils font des vols touristiques, donc c'est 6 000 € le billet, donc il faut les avoir. Mais en économisant une bonne partie de sa vie, on peut peut-être s'en payer un. Pourquoi pas. Et du coup, moi, quand j'étais notamment en prépa, je m'étais dit, ce genre de truc, les observatoires au Chili, l'avion 0G, c'est pour les premiers. C'est pour ceux qui iront à Polytechnique et à l'ENS. Et moi, franchement, j'arrive pas. J'étais dans les dernières de ma classe en prépa. Vivre en gros ses rêves et vivre des trucs de fou, c'est que pour les premiers ou ceux qui réussissent à franchir la ligne d'arrivée en premier. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes rêves et on n'a pas tous les mêmes objectifs. Probablement que les gens qui étaient premiers de ma classe en prépa, ils ont des meilleurs salaires que moi aujourd'hui. Et encore, parce que je sais qu'il y en a qui sont profs. Grand bien leur face, incroyable. Je les admire beaucoup. Mais je pense que c'est un truc important. C'est que quand on est dans des cursus un peu hyper sélectifs, d'excellence et tout, on a l'impression qu'il faut vraiment être le meilleur ou la meilleure, sinon tu seras pas heureux. C'est pas vrai du tout. Mais vraiment pas. Petite morale pour les gens qui seraient morale, très bien déprime. Si vous êtes en prépa, tenez bon. Et bravo d'écouter le pompon dans ce cas si vous êtes en prépa. Très bien. Est-ce que, alors tu viens un petit peu de le dire, mais avant-dernière question de ce podcast, tu as des conseils à partager aux personnes qui nous écoutent. Tu viens un peu d'en donner dans le fond. Et dans l'idée, tu vois, les personnes que je reçois, donc je les appelle les entreprenantes et les entreprenants. Ouais. Oui, parce que pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre. Être chercheuse, c'est entreprendre. Être docteur, pardon, c'est entreprendre aussi. On va le caler quand même. C'est vrai que c'est un projet qui se gère en 3 ans comme un projet... Ouais, non mais carrément.
Et donc voilà, pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent parfois ils ont une idée dans la tête, ils ont une petite lumière justement qui est là de temps en temps et ils n'ont pas forcément trop envie de l'écouter ou ils n'osent pas forcément y aller. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Je pense que si on sent qu'il y a un truc qui brûle, justement Avocha il parlait du feu quand on en parlait, quand il me motivait à monter sur scène, il disait mais t'as le feu, il est là. Et en fait au fond tu le sens si t'as un truc qui t'anime ou pas. Et si t'en as pas, c'est pas grave du tout, ça veut pas dire que t'en auras jamais et c'est tranquille, tout le monde n'est pas obligé de monter sur scène et c'est très bien aussi, mais si tu l'as, il faut pas forcément le faire taire parce que en fait ça va grandir en toi et ça va se transformer en frustration et en aigreur. Moi j'ai l'impression que les périodes où je montais le moins sur scène, il y avait une sorte d'aigreur qui montait en moi où justement quand je voyais d'autres artistes je me disais souvent quand on commence, on les voit en plus en comédie club, les gens qui viennent et ils nous regardent, ils croisent les bras, ils nous regardent genre je pourrais le faire. Et en fait au fond c'est des gens qui veulent vraiment le faire mais ils ont ce feu en eux, voilà. Aller, quoi. Ils veulent pas forcément l'écouter et en fait la peur je pense te pourrit de l'intérieur parce qu'en fait tu vas rester frustré. Et donc, bien sûr que tout le monde n'en a pas la possibilité. Il y a plein de facteurs extérieurs et techniques qui peuvent faire qu'on ne peut pas toujours se lancer dans ce qu'on veut. Mais si on sent qu'on n'a pas réellement de barrière, je pense vraiment qu'il faut le tenter, quoi. Au pire, tu te tapes la honte. Au pire. Personne n'est jamais mort de honte. Vraiment. Je crois pas. Bon, après, si votre rêve, c'est de sauter d'une falaise en parapente, je ne sais pas quoi, il faut faire des formations et tout. Globalement, si je pouvais donner un conseil... Juste au cas où, quoi. Formez-vous dans la vie, formez-vous, c'est important. Et enfin, dernière question de ce podcast, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Qu'est-ce qui m'anime ? Je dirais l'envie de m'exprimer. Ouais. Ça se voit. Ouais, j'ai bien compris. On m'a toujours dit que je parlais trop. Je pense que c'est la chose qu'on m'a dit le plus dans ma vie. Très bien. Et c'est très bien, mais sur tous les bulletins, j'avais le bavardage. On m'a beaucoup dit que... j'ai beaucoup fait attention à la place que je prenais dans les groupes sociaux pour pas prendre toute la place, pas parler sur les autres et tout. Ça a été un vrai travail, en vrai. J'ai vraiment travaillé dessus. Je ne dis pas que c'est encore abouti. Je dis ça pour mes potes qui m'écouteraient et qui diraient encore un peu de progrès à faire. Non, mais du coup, ce qui m'anime vraiment, c'est d'exprimer des trucs, parce que des trucs ça veut rien dire, mais un jour j'avais lu dans une papillote une phrase de Voltaire. Attention, citation papillote. Tu sais, des gens ils citent des gens parce qu'ils ont lu leur bouquin, mais c'est vraiment juste les chocolats. Parce que tu bouffais, quoi, parce que t'avais faim. Mais je crois qu'il disait écrire c'est une façon de parler sans être interrompu. Et moi je crois que j'ai toujours été, pour le coup ma frustration elle est souvent venue du fait que j'avais la sensation qu'on m'interrompait tout le temps. On va dire c'est peut-être parce que je suis une femme. Et qu'effectivement, peut-être qu'on m'interrompait. Je pense que si à une époque, c'est parce que j'étais une enfant. Et les enfants, on les écoute pas toujours parler. Mais j'ai toujours eu envie de m'exprimer. Et du coup, là, c'est sûr que ce soit par la recherche, parce qu'on a vraiment on peut exprimer ses intuitions, ses idées, sa logique. Et par la scène, où là, je peux vraiment... exprimer tout ce que je veux dire. J'ai un micro dans les mains et je parle, donc globalement, les gens sont captifs. Je vous le dis le jour où vous viendrez à mon spectacle. Et oui, écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Faire un spectacle aussi. Aussi, voilà, pour information. Non, je vous jure. Des fois, je vous parlerai aussi. Et des fois, je chanterai. Mais voilà, je pense que c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Ok. J'adore. Merci Célia, merci beaucoup. Mais merci à toi. On te retrouve évidemment sur les réseaux. Célia Blague de Trop. Voilà, il y a un excellent jeu de mots dans le nom de l'Instagram. J'ai pas besoin de le dire. Et évidemment, tu étais souvent quand même dans des comédie clubs à Bordeaux. Ouais. Voilà, donc il suffit il suffit de te suivre pour avoir les infos ou d'aller suivre les comédie clubs parce qu'il y en a plein à Bordeaux. Bientôt un spectacle. Ça viendra. C'est genre. C'est-à-dire que dans 1 an, je suis sûre que je l'aurai. Moi, j'aimerais qu'il soit prêt à l'automne. Mais comme je suis quand même assez perfectionniste et veux que ce soit vraiment bien. Non, moi ça peut être cool. Moi j'y vais parce que c'est de la merde. Mais c'est ça, après, c'est ok voilà. si mon spectacle est nul. Pas grave. Quand même pas. Mais je sais pas tout de suite, mais ça va venir. Donc si ça vous intéresse, il faut suivre ça de près. Exactement. Enfin, pas dans la rue, s'il vous plaît. Mais vous pouvez le faire sur les Instagram. réseaux. Exactement. Merci Célia. Merci à toi. À bientôt.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Célia sur Le Pompon et d'avoir partagé son parcours. Allez voir son compte Instagram, il permet de comprendre encore mieux son activité et évidemment, allez la voir dans un comedy club. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors partagez-le sur Instagram, sur LinkedIn, parlez-en autour de vous. Et si l'envie vous prend, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, prenez soin de vous et allez voir du spectacle vivant. À très vite.